très court puisque tout le monde connaît Jacques. Mais il est, comme vous le savez, membre de notre académie depuis longtemps. On dit de lui qu'il est architecte océanographe, bien sûr, spécialiste de l'habitat sous-marin. Nos parcours se sont croisés dès l'atelier Raymondet, puis au sein de l'association Auguste Perret et plus récemment pour un magnifique concours, le J1 à Marseille, que malheureusement nous avons perdu en dernier tour. Le Nautilus est son rêve de toujours. Il voulait, enfant, en Afrique, explorer les océans. Il crée depuis des lieux magiques, issus du concept d'aquarium largement revisité par son immense talent, et des partenaires de choix, de nombreux chercheurs et des investisseurs qui l'accompagnent dans ses rêves les plus fous, comme l'Aquascope au début des années 80, ou encore Galatée, son habitat sous-marin. Il se définit comme un mammifère marin, un mérien, qui a plongé avec les astronautes de la NASA. Visionnaire, il joue son rôle d'architecte de la mer en concevant et créant parfois pour l'homme des univers inspirés des mondes aquatiques. Son idée du futur inévitable, c'est aussi celle de notre cher ami commun, Paul Mémon. Comme lui, il est prolixe, il multiplie les projets qu'il entasse dans des cartons, dans des meubles à plans, et qui concrétise ses rêves pour notre futur espace de vie. Nous parlera-t-il ce soir de Sea Orbiter, son vaisseau océanographique, imaginé avec Jacques Picard et qui devrait bientôt être accessible. Merci à Jacques et à Sophie, sa merveilleuse associée, son épouse, pour tout ce qu'ils nous donnent à voir et à connaître. Jacques. Merci pour ces jolis mots. Je suis un peu grippé. Je ne vais pas faire à Christiane l'affront de lui dire que j'étais malade, parce qu'elle m'en aurait voulu définitivement cette fois-ci. Elle m'en veut déjà de ne pas être très sérieux, de ne pas venir souvent vous voir. Mais sachez que je suis extrêmement heureux et honoré d'être ici à l'Académie d'architecture entouré de tant de confrères et surtout tant d'amis. Alors c'est grâce à mon maître, Paul Mémon, que je suis parmi vous. Sans lui, je ne serais pas là. Je n'aurais pas eu l'audace, j'en suis persuadé, de bâtir mes rêves. Alors, je ne suis pas, comme je viens de vous le dire, assidu, mais sachez que j'ai beaucoup de respect pour cette académie. C'est pourquoi ce soir, je désire partager avec vous cette double passion qui m'habite. Non seulement la mer, vous l'avez compris, mais l'architecture biomimétique. Et aussi cette conviction que j'ai depuis toujours, c'est de l'océan et de l'espace que naîtra le destin des civilisations à venir. N'oublions jamais que nous sommes issus d'une galaxie et de l'océan. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie. Christiane en a fait un petit parcours. Mais c'est vrai que dès mon plus jeune âge, l'océan m'a empreint de son chant des vagues pour mieux donner corps à mes rêves et passions. Depuis les plages lointaines d'Afrique où j'ai passé mon enfance, bercé par la houle et le vent du large. Et captivé par le bip-bip du Spoutnik dans l'espace, je pense que certains d'entre vous vous en souvenez, je rêve, je suis passionné. Dès lors, je veux comprendre et participer aux grandes aventures spatiales et océaniques en tant qu'architecte. Ce sera mon challenge. J'ai oublié, vous voyez, la passion, mais j'ai oublié de vous montrer quelques images quand même. Donc je rêve à nouveau devant l'exploit de Gagarine et les préparatifs du commandant Cousteau mettant au point Diogène, précontinent 1, le premier habitat sous la mer au monde. Tous deux ouvrent les portes d'un futur que Jules Verne avait esquissé par ses aventures qui allaient guider mon destin. Depuis, nous assistons à l'émergence de deux grandes familles d'explorateurs façonnant le devenir de l'humanité, les femmes et les hommes de l'espace et du monde sous-marin. Lorsqu'ils évoluent dans leurs milieux extrêmes, ils retrouvent les mêmes gestes,
les mêmes sensations. Les femmes et les hommes de l'univers subaquatique, que j'appelle affectueusement, comme Christiane vient de le dire, les mériens, explorent et désirent vivre en harmonie avec le monde sous-marin. Le mérien que je suis n'a pas tout à fait le même regard ni la même philosophie sur la mer qu'un marin. Mais avant de vous parler de ces nouveaux mondes et de l'architecture biomimétique, il nous faut partir des rivages littoraux. L'histoire de l'humanité est intimement liée à ces rivages. À travers les siècles, les marins ont parcouru les mers du monde, de continent en continent. Ils ont participé à l'exploration et à la découverte de notre planète et de ses civilisations. Et au cours des siècles, quasiment toutes les civilisations ont construit leurs capitales et leurs villes au bord des fleuves, des lacs et des littoraux, pour des raisons commerciales diverses, évidemment, guerrières ou religieuses. À chaque fois, dans ces cités naît une identité culturelle et artistique empreinte du milieu aquatique, comme par exemple les peuples de la cité de Gambier, que nous voyons à gauche, enfin à droite pour vous, non, à gauche pour vous, pardon, donc au Bénin en Afrique, cette cité lacustre, ou alors des habitats flottants des Uros sur le lac Titicaca au milieu, donc au Pérou, des maisons sur pilotis en pleine mer, des batiaos aux Philippines, sont plus de 6 millions à vivre ainsi à travers les archipels, ou alors, évidemment encore, la plus belle des cités sur l'eau, Venise, qui me fait tant rêver, elle est intemporelle. Aujourd'hui, notre civilisation sur l'ensemble des continents est de plus en plus attirée par le littoral et la mer. C'est la frange maritime, ne l'oublions jamais, des écosystèmes les plus fragiles au monde. Si l'on observe de l'espace de nuit, comme sur cette photo, la densité lumineuse des littoraux planétaires, on constate la pression démographique qu'il subit. Au début du XXe siècle, nous étions à peine 3 milliards. On estimait qu'à peu près 20% des hommes habitaient près des littoraux. Actuellement, nous sommes plus de 7 milliards. 50% vivent près des côtes. En 2050, c'est vraiment demain, nous serons près de 10 milliards. 75%, vous avez bien entendu, 75% des êtres humains vivront près du littoral, soit 7 milliards et demi. Il est donc urgent et primordial de modifier nos comportements en développant de nouveaux paradigmes d'aménagement du littoral planétaire et de gestion des océans. Pour bâtir ce futur, nous devons impérativement avoir confiance et croire au génie humain, à son extraordinaire pouvoir de création et d'adaptation. L'océan est le cœur de notre vaisseau spatial Terre, car la Terre est un vaisseau spatial à travers l'univers. Il lui fournit les 2/3 de son oxygène et son énergie. Comme vous le savez bien sûr, l'océan recouvre 71% de la surface du globe et représente 97% du volume d'eau présent sur toute la Terre. Et pourtant, l'océan demeure encore largement méconnu et fragile. Ce n'est que depuis un tout petit siècle que l'homme a entrouvert les portes d'un nouveau monde, le monde sous-marin, le monde des mériens. Aujourd'hui, un autre chiffre qui en dit long, on connaît à peine 1% de la microbiologie des océans. Et plus de 2 millions d'espèces restent à découvrir, mais surtout à protéger. L'océan est un gigantesque réservoir précieux d'où jailliront les énergies renouvelables de demain, mais aussi la nourriture, la pharmacologie du futur et les biotechnologies pour le développement de la Blue Economy et de la Blue Society pour le bien commun de l'humanité. C'est pourquoi, depuis les années 70, j'ai voulu habiter la mer. Mais soyez rassurés, l'humanité n'ira pas vivre sous la mer. C'est pour d'autres raisons que nous allons aller habiter la mer. J'ai donc créé
le Centre d'architecture avec Jacques Hiroux de la mer et de l'espace, le CAM, dans ces années 70, pour construire, avec toute une équipe pluridisciplinaire, des structures architecturales marines inspirées du biomimétisme. Ce biomimétisme, il y a 500 ans. Il y a 500 ans, Léonard de Vinci le prenait quand il disait à ses étudiants « Allez prendre vos leçons dans la nature. C'est là qu'est notre futur. » La nature conçoit les plus belles courbes, formes, les membres les plus appropriés, les matériaux les meilleurs. Depuis l'origine du monde, la nature dessine et fabrique ce qu'il y a de mieux. Alors, je n'ai eu qu'à m'inspirer de la nature pour créer et construire des habitats sous-marins, des vaisseaux semi-submersibles que je vous propose de découvrir, comme par exemple cette première réalisation à droite de cet engin inspiré par le crabe araignée. Alors l'informatique n'existait pas et donc on s'est donné avec Mobius et Jacques Hiroux, on s'est donné cette liberté de dessiner ces projets, des concepts, donc dès le début des années 30, grâce à Paul Mémon, qui nous a complètement aiguillés dans ce sens. Donc ces cités marines, ces fermes, ces musées, on était des centaines de projets qu'on a essayé de concevoir. Mais un jour, il faut réaliser ces rêves. Alors, on a continué, comme ce village sous la mer, c'est un projet que nous avons fait tout début des années 70. C'est un projet donc, qui est au large des îles Vierges, on le voulait là-bas, aux États-Unis, par moins de 35 mètres de profondeur, basé sur le biomimétisme, comme vous pouvez le constater, pour une communauté donc, de 250 personnes à peu près, ingénieurs qui iraient vivre plusieurs semaines sous l'eau pour différentes raisons donc, de développement de cette connaissance de l'exploration du monde sous-marin. Mais avec Jacques Picard, on a essayé, c'est l'homme qui a été au plus profond des océans. Comme Paul Mémon, il m'a aidé, il a cru à ce futur. Il a été, lui, à 11 000 mètres. Et ça n'a jamais été battu depuis, puisque son fils, Bertrand Piccard, a dû vous faire rêver ces derniers temps. Il a fait le tour du monde avec un avion solaire. Donc, on a imaginé tout pareil, en partant du biomimétisme, d'une méduse, un engin pour aller explorer les abysses, donc les fonds sous-marins. Puis, chemin faisant, donc comme vous l'avez compris et vous l'avez imaginé, je suis donc un rêveur. Je le revendique, ça c'est clair. Mais ne vous y trompez pas, je suis un rêveur extrêmement pragmatique qui va au bout de ses rêves. Donc voici Galatée, ma première maison sous-marine que j'ai non seulement dessinée, construite, mais expérimentée en 1977. Galatée a révolutionné, en toute humilité, les habitats sous-marins, puisque ce n'était pas le premier habitat sous-marin, puisqu'il y avait Précontinent de Commandant Cousteau 1, 2 et 3, il y avait les Tectail, Hydrolab 1, 2 aux États-Unis. Mais c'était une autre façon. Pour une fois, c'était un architecte qui avait pensé ces maisons sous-marines, alors que les Précontinent, les Tectail ont été pensés par des ingénieurs. Donc une autre approche de l'architecture et d'un vécu sous la mer. Et grâce à son positionnement, il fallait partir sur d'autres paradigmes de pensée. Donc déjà, le mot n'existait pas à l'époque. Enfin, existait peut-être, mais on n'en parlait pas. Et donc, voilà, positionnement dans la troisième dimension de l'espace sous-marin. Ça n'était pas venu à l'idée des ingénieurs. Pour les autres maisons, il est reposé au fond de la mer comme une maison terrestre. Et puis, le mode de vie à bord de cet habitat qui était spécifique à ce mode de vie sous la mer dont on va parler. Alors après Galatée, nous avons construit plusieurs habitats sous la mer dans lesquels j'ai eu la chance de vivre, dont Hippocampe ici, que nous avons pour la première fois immergé au large de Marseille par moins de 12 mètres de profondeur. Cet habitat est constitué d'une coque en aluminium. Galatée avant était en acier, équipé de deux grandes baies comme Galatée. Vous voyez ces deux grandes baies en polycarbonate. Donc cet habitat ouvert sur le monde, comme un balcon ouvert sur le monde sous-marin. Donc j'ai vécu plusieurs fois différentes expériences dans cet habitat, et notamment en décembre 1981,
ce séjour s'est terminé par, après un certain nombre d'expériences en milieu extrême, dans des conditions climatiques de température, puisqu'on faisait des études de physiologie, par un Noël, un magique Noël sous la mer. Après avoir remonté, on a repositionné la maison à moins 6 mètres de profondeur. Pour des raisons de sécurité, nous avons invité 3 enfants, plongeurs bien sûr, de 8 à 12 ans, les enfants des ingénieurs qui nous ont accompagnés, à nous rejoindre dans la maison la journée de Noël pour recevoir dans leurs palmes donc leurs cadeaux. Je peux vous dire que aujourd'hui c'est encore le plus beau Noël de leur vie. Juste un petit clin d'œil, comme ça pour dire qu'il faut mettre de la poésie dans toutes ces recherches. Alors, après avoir participé à différentes expériences de vie avec mes collègues américains, notamment donc aux États-Unis, dans des habitats sous-marins, nous avons construit et expérimenté en 1996 une nouvelle génération encore d'habitats sous la mer. Un habitat vous avez les habitats sédentaires qui sont suspendus comme un ballon au-dessus d'un espace sous-marin, et puis vous avez des habitats qui peuvent dériver dans le courant océanique. Donc c'était Océan Observer qui dérivait en océan Indien. Cet habitat a été constitué en 2 parties. Donc une partie, un flotteur en surface avec toutes les énergies d'alimentation, et le module d'habitat pour 2 personnes, vous voyez, donc à moins 6 mètres de profondeur. C'était pour étudier sur des longues durées la biodiversité des grands courants océaniques. Malheureusement, ça ne devait pas arriver, mais c'est toujours comme ça, les catastrophes. On avait bien prévu que c'était en janvier, il n'y avait pas de cyclone dans cette période-là depuis 50 ans. Et bien on a peu de chance, en plein milieu, on a eu un premier cyclone, et donc l'habitat a coulé par moins 4000 mètres de profondeur. Mais rassurez-vous, vous voyez, je suis là ce soir. Alors, nous avons aussi réalisé plusieurs refuges subaquatiques, des aquabules. Les aquabules sont des habitats, des mini-habitats en équipression qui permettent à 3 plongeurs pendant plusieurs heures à différentes profondeurs de pouvoir observer en toute sécurité la faune et la flore, et pour des recherches d'archéologie, comme on voit ici, sous-marine. Et actuellement, d'ailleurs, je suis en train de construire un nouvel habitat, une sorte d'aquabule que nous allons expérimenter cette année au large de Monaco à la demande du prince. L'avantage considérable des habitats sous-marins, vous allez me demander c'est quoi? C'est de permettre de vivre plusieurs jours, sur de longues durées même, sous la mer, en osmose avec le monde sous-marin. Vous ne pouvez absolument pas imaginer le privilège, le plaisir d'avoir vécu 13 expériences de séjour dans des habitats sous-marins et dormir. Je peux vous dire qu'on y dort très très bien. Moi je dors 5-6 heures par jour sur Terre. Sous l'eau, on multiplie par 2 pour différentes raisons. Si tout à l'heure les questions sont posées, j'expliquerai pourquoi. De s'y réveiller et d'avoir cette magie de ce monde qui vous entoure, qui est tellement différente du monde terrestre. De déjeuner, on ne déjeune pas de la même façon. On déjeune comme on perd beaucoup de calories, donc on fait 4 à 5 petits déjeuners par jour, de travailler. Et surtout de développer, c'était ma mission, toutes les créations artistiques qui environnent ces moments. Mais c'est aussi, peut-être surtout, le bonheur de pouvoir sortir, parce que quand on est dans un habitat sous-marin, on ne remonte pas à la surface ou alors on termine la mission, mais de pouvoir sortir de cet habitat sous-marin directement pour plonger dans cette 3e dimension de ce monde sous-marin qui environne, donc de vivre en symbiose avec cette biodiversité. Comme par exemple ici, on a un projet en ce moment sur l'atoll de Tetiaora pour faire des habitats refuges touristiques d'ailleurs, par moins 6 mètres de profondeur dans l'atoll. Alors, avoir eu la chance de vivre ces expériences sous-marines, ou comme les astronautes qui voient la Terre de l'espace,
vous imaginez bien que ça ne vous laisse absolument pas intact. Vous n'avez plus le même regard sur le monde, sur les hommes. En Floride, à Key Largo, en 90, j'ai eu l'immense privilège de vivre dans l'habitat sous-marin, la chaloupa réalisée par Jan Koblik, en compagnie d'astronautes, parce qu'il y a beaucoup de similitudes dans nos mondes. On a beaucoup d'échanges. Et comme ici, par exemple, j'ai eu la chance et le privilège d'être avec Jean-Loup Chrétien, qui est le premier astronaute français, comme vous savez, et puis aussi avec Volodya, qui est le premier homme qui a vécu 1 an dans l'espace, avec qui je devais faire une expérience d'1 an sous la mer. Et au centre, Raik Presley. Donc Raik, avec qui j'ai eu la chance, et donc je suis juste après, à côté de Raik. Et donc avec Raik, j'ai eu la chance de participer au record du monde, donc 69 jours sous la mer, dans ce même habitat. Mais si vous me voyez en bas sur la photo avec une toque, c'est que j'ai amené un petit côté Frenchki, c'est-à-dire, vous l'avez compris, une autre nourriture que le lyophilisé qui me proposait à chaque fois. Mais pour le sérieux, c'est vrai que c'était surtout des expériences scientifiques, médicales, et pour ce qui me concernait, la partie technique. Alors, aujourd'hui, eh ben, malgré mes cheveux blancs, je poursuis ces expériences, toujours. Je plonge toujours, je peux vous dire, de vie donc dans des habitats subaquatiques aux États-Unis, puisqu'en France on ne peut plus en faire, grâce à Bill Todd, qui est directeur des programmes Space Analog NEMO, donc à la NASA, pour l'entraînement des astronautes sous la mer. Ces programmes sous-marins donc d'entraînement sont basés sur les similitudes de vie en milieu extrême des aquanautes et des astronautes. À partir de ces expériences, nous menons donc, on voit ici en bas, donc à droite, un projet qui s'appelle de nouvelle génération encore d'habitat sous la mer, 6 Space, pour 12 plongeurs par moins 20 mètres de profondeur, et l'habitat sera situé au large de Key Largo en Floride. Mais pour mieux comprendre ce que ressentent les astronautes, et quand il y a ce privilège de ces échanges avec eux, et un petit peu, on appartient à 2 tribus très proches. J'ai eu le privilège, les astronautes ont voulu que je fasse un vol parabolique, être le premier académicien avec son épée. Il tenait absolument à ce qu'il y ait l'épée, vous voyez, c'est mon épée d'académicien, à faire un vol parabolique. Je peux vous dire que je suis plongeur, mais là j'ai vraiment ressenti des sensations quand j'étais en lévitation, qu'il m'a fallu une fois de retour sur Terre, plusieurs jours pour vraiment atterrir. Et très franchement, sans jeu de mots, je ne suis pas sûr que j'ai complètement encore atterri à ce jour. Comme dans toute l'évolution des civilisations, l'art et la culture accompagnent les grandes aventures humaines. Donc vous l'avez compris, il en sera de même pour l'espace et le monde sous-marin. Ces images vous prouvent que l'espace inspire des créations artistiques et des interprétations. Comme ici, donc justement, à gauche, Jean-Loup Chrétien qui joue de l'orgue, donc dans la station Mir en 88, mais aussi l'astronaute, le premier piéton de l'espace, le russe Alexis Leonov, qui peint des tableaux et des compositions uniques et spécifiques de couleurs dans l'espace. Il m'a expliqué à la Cité des Étoiles qu'il ne sait pas vraiment pourquoi, il a étudié ça avec des médecins, des psychologues. Il n'arrive pas à faire les mêmes compositions, pas de matière, mais comment dirais-je, d'harmonie de couleurs, je voulais dire. Il n'arrive pas à faire les mêmes compositions. Et là, dernièrement, vous l'avez reconnu, c'est Thomas, qui lui aussi est un musicien et a joué du saxo, mais il a fait une composition musicale qui était spécifique à un moment, avec ce moment étrange dans lequel il se sentait d'être en apesanteur. Mais c'est exactement la même chose qui se passe sous l'eau, avec des chorégraphes. Là, c'est peut-être un peu plus classique, la photo du haut,
Mais on trouve aussi des musiciens comme Michel Rodolphi, vous voyez en bas à gauche, qui m'accompagnent dans toutes ces recherches d'habitat sous la mer et qui créent des musiques spécifiques à ces moments intenses que nous vivons. Ou alors, on a aussi des peintres sous-marins, donc ils font des compositions qui se transforment donc en mériens le temps d'une œuvre. Alors vous allez me dire que jouer de la musique dans l'espace, peindre sous la mer, ou même habiter sous la mer n'est pas à la portée de tous, j'en conviens. Alors, comment découvrir ce monde sous-marin sans plonger? Simplement, une idée m'est venue, qui a paru saugrenue pour beaucoup d'architectes navals. Ils ont mis du temps à comprendre. D'insérer dans les coques des bateaux ou des semi-submersibles des parties transparentes, tout simplement. C'est ainsi que j'ai créé en 1979, donc vous voyez, il y a déjà 40 ans, l'aquascope que vous voyez ici. C'est un engin semi-submersible capable d'amener 10 personnes, mais on en a construit 25 et on en a construit qui faisait même 26 places. On s'est inspiré dans la stabilité un peu de l'arrêt des mers. Là, une autre approche biomimétique, bio-inspirée plus exactement. Alors un autre rêve. Je voulais aller voir les baleines en plein milieu de l'Atlantique. Donc c'est pour ça que j'ai réalisé ce rêve en construisant un navire de 22 mètres de long, l'Aquaspace, dont la coque centrale, vous voyez en bas sur la photo de gauche, est complètement transparente. Ça me paraissait d'une évidence biblique de mettre des yeux à un bateau, de voir sous la mer. On parcourt les océans, mais on ne voit rien. On est les aveugles de la mer, les marins. Avec tout le respect, ce sont mes cousins, sont des aveugles de la mer. Ils ne voient pas sous la mer. Donc là, la technologie nous le permet, et m'a permis, c'est la première fois au monde, qu'un vaisseau parcourait les mers du monde avec cette coque transparente sur 22 mètres de long, l'Aquaspace. Donc ça m'a permis d'observer, comme vous pouvez le voir, à droite, des baleines, de s'arrêter un moment autour donc de cette biodiversité des grands courants océaniques. Mais on peut aller plus loin, la technologie nous permet, et surtout l'envie de découvrir. Les hommes ont besoin de découvrir, de se surpasser. Donc la technologie nous accompagne. Les abysses, on vient de découvrir, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine 40 ans qu'on a découvert qu'il y avait des sources hydrothermales, des montagnes sous la mer. Donc il faut faire des engins pour aller explorer ces abysses. Et donc c'est comme ça qu'on a imaginé, et on travaille dessus en ce moment, inspiré toujours de biomimétisme. Ça peut être une sèche, mais c'est une technologie, ce n'est pas un dessin de science-fiction, c'est basé sur des technologies. Trop long pour vous raconter ou vous montrer la technologie de ce submersible, donc Abyssal Explorer, il s'appelle, et qui ira à 5000 mètres de profondeur, donc sur les dorsales atlantiques, pouvant accueillir 60 chercheurs sur des très longues durées, sur ces dorsales, ces failles abyssales, et puis, comme on voit ici, être au-dessus du Titanic, des épaves mythiques. Mais, comme l'a dit Christiane tout à l'heure, mon projet ultime, la synthèse de ces 30 ans, je dirais 30 ans par courtoisie pour moi-même, c'est celui qui allait combiner tout ce que je viens de vous montrer, le navire semi-submersible, l'habitat sous-marin, un navire vertical. Imaginez un navire vertical. Qu'est-ce qu'on peut être rêveur et farfelu pour proposer un navire vertical? Vous pensez bien aux architectes navals. Et bien pourtant, ce navire vertical a une réalité. Je vous propose de voir le film.
Voilà, donc, si vous voulez, il faut aller encore plus loin. Il faut avoir l'audace d'aller plus loin. Je reste en cela fidèle à l'esprit de Jules Verne, qui disait « Tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, eh bien, d'autres hommes seront capables de le réaliser. » C'est dans cet esprit que j'ai dessiné la Cité des Mériens à la demande de l'UNESCO. C'est toujours pareil sur le biomimétisme, la bio-inspiration plus exactement. Donc c'est une gigantesque Raimanta. Cette cité océanographique internationale pour les peuples du monde qui représente, vous voyez, une dimension pour vous donner 900 mètres de long et 500 mètres d'envergure pour 25 000 personnes. C'est des projets qui ont une vision réelle sur des technologies, comme j'ai insisté, je vous ai dit, qui existent aujourd'hui maintenant. C'est une volonté qu'il faut avoir, mais dans les 50 prochaines années, ce sont des projets que nous verrons. Rappelez-vous, Jules Verne, on a cru qu'on n'irait jamais sur la Lune à son époque et qu'on n'irait jamais sous la mer, on y est. Ne pouvons pas toujours amener le grand public, comme je disais tout à l'heure, au cœur de l'océan, eh bien pour justement développer tous ces grands projets, il faut les accompagner par des équipements terrestres, tels que des grands centres de la mer à but éducatif, scientifique, comme ici, donc Nausicaa, que nous avons réalisé dernièrement. D'ailleurs, la dernière tranche, c'est le Centre européen de la mer à Boulogne-sur-Mer. Ou encore, on a fait aussi Océanopolis à Brest, et tant d'autres musées de la mer comme à Kobe au Japon. Je ne vous développerai pas tous mes tapis, mais il y en a un auquel je tiens beaucoup, c'est celui-ci. C'est un concours qu'on a remporté. Notre président est sur place en ce moment. Donc c'est le musée d'archéologie sous la mer d'Alexandrie, en Égypte, que nous avons donc développé pour l'UNESCO. Malheureusement, la situation actuelle en Égypte ne permet pas de réaliser ce projet. Ce musée donc amène le visiteur. On pensait que les concurrents, ce n'étaient pas des moindres, par discrétion, je ne dirais pas, puisqu'on les a battus, qui sait, mais je peux vous dire que je suis très très fier de les avoir battus, en dehors du fait d'avoir gagné. Je croyais qu'ils allaient avoir la même idée que moi. Ils ont fait un musée, c'était quand même Franck Guéry, et Zahadi, ils ont fait le musée sur la Corniche. Et moi, j'ai fait une partie du musée, vous allez le voir, non seulement sur la Corniche, mais la technologie me permettait d'amener le visiteur au pied du palais de Cléopâtre, au cœur donc de l'histoire de ce lieu.
Oui, je peux vous dire que de plonger, comme vous avez pu le voir sur une des photos, enfin dans le film, de se retrouver en tête à tête avec la statue du pharaon en plein milieu de la baie, c'est très très fort. À l'heure actuelle, là, on va faire un musée à Qingdao, c'est la ville de la mer de la Chine. On va faire un musée de la mer. Donc, on nous a demandé de faire ce musée de la mer. On travaille dessus en ce moment. Mais on travaille sur différentes échelles. Ce n'est pas l'importance de l'échelle qui compte, c'est la thématique, c'est la passion de ce que représente un bâtiment à travers cette typologie-là. Nous réalisons en ce moment, c'est en pleine construction, l'écomusée de la biodiversité marine en Polynésie française à Montréal. Nous avons pensé l'architecture, comme on le voit là, à partir des traditions. J'ai voulu faire un mélange entre les traditions et projeter ces traditions dans la modernité. Voilà. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, en tout cas, c'est comme un coquillage, vous voyez, serti, ces panneaux solaires sertis donc, dans cette tradition. Alors, on a travaillé notamment avec un de nos confrères, Alain-Charles Perrault, sur Monaco. On travaille beaucoup sur le littoral depuis des années, sur ces grands enjeux littoraux. Et là, c'est le projet le plus emblématique qui nous a porté, c'est lorsqu'on a concouru à l'extension de Monaco sur la mer. Donc, ce grand défi que le prince avait lancé, malheureusement, qui s'est arrêté, et qui est reparti sur un projet beaucoup plus restreint. Donc, on avait proposé de construire 2 grandes digues énergétiques d'1,5 km chacune, qui reposent sur des colonnes, pour avoir le moins d'impact possible sur le milieu, des colonnes de 10 mètres de diamètre par 80 mètres de fond, sur lesquelles, évidemment, repose tout un programme immobilier. Donc ce serait un peu long, et là on voit au centre, il y a l'Opéra de la Mer, et donc la photo à droite, et puis la gare maritime avec sa grande structure solaire, puisque c'était à énergie positive, ce bâtiment. Alors, on travaille aussi sur, parce qu'on nous demande, là c'est à Dubaï, donc un complexe hôtelier subaquatique, comme vous pouvez voir, avec ses chambres, une partie de ces chambres sous la mer et l'autre dans ces coques, ces 3 tours qui jaillissent de la mer, tel un coquillage qui capte donc l'énergie solaire. Donc rapidement, là en ce moment, on travaille sur, on a gagné un concours sur la Chine, toujours Qingdao, la ville de la mer. Alors, un peu moins en rapport avec la mer, alors que c'est la ville de la mer, c'est la cité internationale du parc des académies de Qingdao, un bâtiment qui fait 1 km de long. Les Chinois, vraiment, ont une vision, une certaine dimension des choses. Et là, c'est un palais des congrès à gauche. On voit le palais des congrès de 10 000 places, qui se poursuit par une galerie des arts, sur 250 mètres de long, qui se poursuit après par tout un équipement pour recevoir les étudiants, les académiciens, et puis avec tout un centre sportif. Et puis ça qui se termine par une tour de 300 mètres de haut, donc le programme de 600 000 mètres carrés, basé là aussi, vous voyez, il y a un parc qui existe, et donc j'ai fait un raccord avec ce parc et avec cette coulée de verdure qui va vers la ville. Donc, là, je me suis inspiré de ce qui était déjà l'écriture de ce lieu, de ce parc, donc pour tisser des liens avec ce parc. Juste pour l'anecdote, le maire a trouvé que j'étais très mesquin, même s'il nous a élus comme gagnant. Il m'a dit, mais votre tour de 300 mètres, pourquoi il faut que ce soit la plus haute tour de Qingdao, donc il faut qu'elle monte à 370 mètres. Alors plus sérieusement, on travaille là sur toute une problématique très importante et qu'il ne faut pas sous-estimer sans faire de catastrophisme, parce que ce n'est pas du tout dans ma nature, et je pense que vous l'avez compris, de faire du catastrophisme. Mais la problématique de la montée du niveau des océans, c'est une réalité.
Et donc, le monde ilien est directement concerné. Nous, on s'en sortira. Les Hollandais aussi, c'est certain, même s'ils sont ras de l'eau déjà et même quasiment sous l'eau dans certaines parties de la Hollande. Là, en Polynésie et dans tout le monde ilien, de différentes zones de la planète, c'est une vraie problématique. Donc, on travaille dessus. Et là, on travaille sur des structures, comme vous avez pu voir, toujours pareil, en s'inspirant des traditions culturelles, mais en créant une architecture innovante et projetée sur l'avenir à travers ces nouveaux matériaux. Donc là aussi, ce serait peut-être un peu trop long de le développer. Mais en créant ces cités marines, je crois que l'artiste contemporain n'est plus simplement témoin. Il est aussi guide. Le bâtisseur n'est plus simplement le décorateur d'un siècle et le fournisseur d'époque. Il devient concepteur d'harmonie temporelle. L'art ne se cantonne plus à la cité, il est partout dans notre quotidien, y compris quand ce dernier dépasse le cadre visuel, la frontière habituelle. Souhaitant, là c'est encore un de mes rêves, mais on aurait pu le faire. Au passage de l'an 2000, je voulais offrir, nous voulions, soyons modestes avec toute une équipe, on voulait offrir au peuple du monde la symphonie de la Terre. Alors, symphonie permanente, née des vibrations du magma terrestre, véritable pouls de la planète vivante. Nous avons donc imaginé un opéra des abysses dans la baie de Tokyo. Le projet est composé de deux grandes structures bioniques et de structures flottantes bioniques et de deux grandes lames figées dans le sol sous-marin, tel un diapason. Les vibrations telluriques de la Terre sont captées, puis traduites et retransmises via un satellite à chaque levée du soleil à l'ensemble des peuples de la Terre, puisque y a un lever de soleil sur l'ensemble de la Terre. Chaque jour, une nouvelle symphonie offre une impression du premier matin du monde, créant ainsi une symbiose entre les hommes et notre planète. Alors un petit clin d'œil pour une de nos consoeurs, Sophie Valbaum, qui est ici. Ça doit lui rappeler un beau souvenir, puisqu'elle a partagé avec moi ce beau moment. Je voudrais dire, avant de conclure, je tiens à vous dire que le langage aquatique est un langage de tendresse, de caresse, qu'aucun mot ne saurait exprimer. C'est dans cet esprit que nous avons justement avec Sophie réalisé il y a quelques années des classes de mer. C'était à Porticcio et puis après aux Ambiers en Méditerranée, pour permettre à des enfants de découvrir cet univers sous-marin à travers les sens, l'amusement et le jeu, ainsi que les différentes expressions artistiques subaquatiques. Tous ces projets et réalisations que vous venez de découvrir ont été pensés pour créer un nouveau cadre de vie entre l'homme et la mer, transmettre aux jeunes générations la passion et les défis que nous offrent les océans et l'espace. Le monde a basculé. Le monde a basculé. Il est capital que nous entrions dans une logique de continuum et de transmission des valeurs et des actes. Il est donc primordial d'alerter, d'éveiller, d'éduquer et de transmettre aux plus jeunes les enjeux de la Blue Society. Je suis persuadé que les fondements de l'architecture marine existent aujourd'hui. C'est ma conviction profonde. Il faut au niveau mondial donner plus d'ampleur et de souffle aux jeunes architectes et artistes qui travaillent sur ces nouveaux paradigmes. C'est dans cet esprit que j'ai créé la Fondation Jacques Rougerie, Génération Espace-Mer à l'Institut de France, avec comme président le prince Albert de Monaco, qui partage cet engagement. L'une des missions de la Fondation est de découvrir, à travers un concours international d'architecture, les nouveaux Léonard de Vinci, Jules Verne, Gustave Eiffel, Ferdinand de Lesseps, Frank Lloyd Wright et tant d'autres architectes, ingénieurs, designers. Et vous me direz, j'aurais pu citer
un Français, Le Corbusier ou bien d'autres. Pour que ces jeunes écrivent une nouvelle page de l'histoire de l'humanité. La Fondation donc décerne chaque année, comme vous allez le voir, 3 prix. Le prix de la mer, de l'architecture de la mer, de l'espace et de la problématique de la montée du niveau des océans, avec en collaboration donc l'UNESCO. Elle organise évidemment des conférences et des expositions. Cette année, après 8 ans d'existence, nous avons eu à ce jour 7000 candidatures, issues de 135 pays. Nous avons 135 pays représentés. C'est pour vous dire les enjeux et l'engagement de ces jeunes. Je vous propose donc de vite découvrir trop rapidement 3 de leurs projets.
Voilà, donc ces projets innovants de ces jeunes architectes nous prouvent, nous venons de regarder, nous prouvent qu'il faut leur faire confiance. Ils ont pour certaines une vision immédiate, une vision à 20 ans, une vision à 50 ans et peut-être plus. Qu'est-ce que c'est que 50 ans, même voire 500 ans dans l'évolution de l'humanité? Ce n'est rien. Quand on sait que les bâtisseurs des cathédrales mouraient en un temps où les architectes comme les tailleurs de pierre construisaient pour une œuvre qu'ils ne voyaient pas réaliser. Donc il faut retrouver cet esprit. Ce sont eux maintenant qui nous montrent le chemin de l'espace et du monde des mériens. J'aime bien cette phrase d'Einstein qui dit « L'imaginaire est plus important que le savoir ». Je vous remercie. Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour cet instant de rêve et de réalité, de passage de l'un à l'autre. Si quelqu'un a des questions, peut-être y a-t-il un autre micro, je ne sais pas. Voilà, les questions. La parole à la salle, s'il y en a. Vous êtes comme moi, vous êtes donc timide, mais on n'a plus l'âge d'être timide. Donc osez un peu, ça me ferait plaisir. Est-ce que mes confrères et consoeurs sont conscients que ces grands enjeux nous concernent? Ou est-ce que vous pensez que c'est un rêve, c'est des rêves qui n'ont pas de nécessité dans notre civilisation? Je me pose ces questions souvent. C'est une provocation, hein, mais je vois que je n'arrive pas à faire réagir. C'est un rêve, bien sûr, mais qui se concrétise. C'est un rêve, mais il y a une réalité dans le futur, c'est vrai. Bien sûr, c'est un rêve. Non, pour être très sérieux et pragmatique, c'est un rêve qui se réalise, bien sûr, tu as raison. Soyez persuadés que les jeunes d'aujourd'hui sont complètement concernés par ces grands enjeux. Quand on voit l'engouement de l'espace à nouveau, en France on en parle moins pour différentes raisons. Je vous disais que les maisons sous-marines en France, je ne pourrais plus faire de maisons sous-marines. C'est impossible. Législation pour des raisons qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a un vide juridique, parce qu'il y a un vide de ceci, de cela. Il y a des contraintes, on ne peut plus. Je ne peux plus immerger la moindre bulle. C'est pour ça que le prince me demande de le faire à Monaco. Mais enfin bref, on ne va pas faire le procès de la France. On a une échelle planétaire de la planète. Et c'est vrai que quand on voit les jeunes sur le côté sensoriel, comment ils jouent avec la mer, entre le surf, le windsurf, la voile, ce que la mer prend sur notre société dans le bien-être et ce qu'elle peut nous apporter, vous avez vu. Donc c'est une réalité. Cet aménagement du littoral dont je vous ai parlé, retenez ce chiffre, c'est pas moi qui le dis. 75% dans à peine 20 ans vont vivre le long du littoral. Donc les architectes, les urbanistes, on est complètement concernés par cette problématique. Il faut repenser le littoral, repenser l'aménagement du littoral, penser notre architecture, on vit différemment, partir, avoir de l'audace, avoir des rêves, des passions et surtout prendre des risques. Je crois que là aussi, je ne suis pas quelqu'un qui fait le procès d'une société. Je vis très bien dans cette société, malgré les petits aléas. Mais ça manque d'audace, on manque de rêve, croyez-moi. Et voilà, donc j'ai voulu vous amener une petite part de rêve, d'audace. Et ces grandes aventures humaines ne se feront pas sans les architectes. C'est ça que le message que je voulais vous faire passer. Et là, les Russes l'ont bien compris, beaucoup plus que les Américains. Ils ont compris que les architectes, les artistes accompagnés. Si on veut que l'homme reste dans l'espace, si on veut que l'homme vive pour ceux qui boivent, parce qu'ils ont une mission très précise, je vous disais qu'on n'allait pas vivre sous la mer, l'humanité, c'est pas la montée des eaux, on ira vivre en hauteur, c'est pas la bombe atomique, dans les années 80 on pensait à ça, c'est pas la démographie qui va faire qu'on va vivre sous l'eau, non, parce que c'est une nécessité pour certains hommes d'aller expérimenter, d'aller
voir ce qui se passe, d'aller protéger des espèces, d'aller explorer, exploiter certaines espèces dans le bon sens du terme. Donc cette aventure, elle est liée à l'évolution de l'humanité. Et donc on doit accompagner tout simplement cette évolution en tant qu'architecte.